Tov, shalom lekulam. Le but de la création étant de révéler les valeurs divines sur terre, il y a un porte-parole qui est capable de traduire les valeurs divines sur terre, c'est le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël doit apparaître dans le monde et son apparition se fait dans le livre de Shemot. C'est-à-dire que c'est dans ce livre-là que naît l'idée. L'idée, elle était déjà, mais elle est maintenant habillée dans un corps, dans la sortie d'Égypte. Donc, nous allons partir d'un texte du Rav Tzvi Yehuda, Zatzal, et il appelle ça Hachut HaMeshulash, le fil triangulaire. Inyano shel Sefer Shemot hu hadavar hagadol shel Yetzirat Am. Donc, tout le but de ce livre de Shemot, c'est de façonner, de mettre en relief le peuple qui va être capable d'apporter les valeurs divines dans ce monde. Mais ce peuple-là apparaît par une sainteté triangulaire. Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire il y a 3 points dans cette sainteté, dans le dévoilement de cette sainteté. Premier point, c'est Yetziat Mitzrayim. Il faut d'abord se détacher de tout ce qui est étranger à ma structure intérieure. Donc l'Égypte. L'Égypte, c'est une idéologie étrangère à moi, une structure étrangère à moi, une culture étrangère à mon identité. Donc je ne peux pas développer ni arriver à ce stade-là quand je suis en Égypte. Donc ça suppose que je sorte d'Égypte, que je m'éloigne suffisamment de l'Égypte, mais ça ne suffit pas non plus, parce que ce n'est pas parce que je me suis éloigné de l'Égypte que je suis devenu moi-même. Donc la première étape, effectivement, c'est s'éloigner de l'Égypte. Mais maintenant, il faut que je devienne moi-même. Mais qui je suis? Mais il faut que je reçoive la Torah. Donc la Torah, c'est le deuxième point du triangle. Donc, premier point, la sortie d'Égypte. Deuxième point, le don de la Torah. Donc, Ma'amad Har Sinai Vematan Torah. Et troisième point, ça ne suffit pas de recevoir cette identité d'une manière ponctuelle. Il faut que ce soit quelque chose de définitif et de régulier. Et la régularité, ça s'appelle la Shechina. Donc, c'est le 3e degré. Je répète, sortir d'Égypte, 1er degré. Le don de la Torah, 2e degré. Et la Shechina, quelque chose de régulier, où la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre est tellement présente, Shochen, c'est-à-dire que je réalise, je cristallise les valeurs d'Hachem dans ce monde. Shechina, la racine c'est Shachen. Shachen, c'est pas seulement voisin, mais sheken, la possibilité de dire oui, c'est-à-dire de réaliser, de rendre réel. Réel quoi? Bien les valeurs divines. Sheken. Quand tu dis ken, c'est-à-dire tu deviens toi-même un porte-message. Une structure qui est capable de recevoir la valeur d'en haut. Comme ça s'est passé au niveau de cette Shechina, cette fameuse Shechina. Donc la Shechina, c'est la capacité sur 3 niveaux, qu'on va voir tout de suite, de dévoiler la valeur divine sur terre. Donc on va dire oui à Kadosh Baruch Hu. Oui dans 3 niveaux. Oui dans l'espace, Mishkan. Oui dans le temps, Shabbat. Et oui dans la structure humaine, Am Israël. Donc il y a 3 oui. Même au niveau personnel, non? Slicha? Même au niveau personnel, dans cette dimension. Après, au niveau personnel, il vient de ce grand tout. C'est-à-dire que de la même manière où la paracha de Yitro était une paracha collective, globale, et que la paracha suivante, Mishpatim, elle va descendre et s'habiller dans les détails,
parce que l'homme n'est pas capable de manger un pain entier, il faut lui mettre en tranches. Et bien, de la même manière, ça va encore descendre et se mettre à un niveau plus humain encore. Et au niveau même, ça va descendre du particulier, de l'individu. Et même dans l'individu, ça va pénétrer dans tous les détails de son être. C'est-à-dire que la circulation du flux divin va se faire jusqu'aux veines de mon corps au niveau individuel. Bien entendu, ça passe par la nation avant, mais ça doit arriver à tous les recoins de ma vie. C'est pour cela que si, chas v'shalom, le sang n'arrive pas à une partie du corps, ben cette partie du corps, que se passe-t-il? Elle pourrit. Donc elle est en train de mourir. Eh bien, la circulation du sang dans tous les éléments de notre corps, c'est ce qu'on appelle la shrina. C'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est un verbe, c'est-à-dire la capacité à remplir toutes les chambres de ton être. Et Akadosh Baruch Hu remplit de la même manière au niveau cosmique tous les recoins et toutes les chambres de l'univers de sa bonté divine et de ses valeurs divines et de sa manifestation divine qui est en réalité toutes ces valeurs de l'infini, l'éthique, la droiture, la justesse, et ainsi de suite. Pour Mishkan, Shabbat, et la même chose que vous avez dit. On peut faire le parallèle avec l'Islam Israël, que dans la Torah et la Shekhinah. On parle de ça. Donc il y a un triangle, et ce triangle doit se révéler donc dans tous les degrés. Donc vous comprenez que le mot Shekhinah n'est pas le nom de quelque chose, mais c'est un verbe. C'est comme par exemple Shira. Donc Shrina vient introduire un mouvement, une circulation de l'infini dans le fini. D'accord? Ça veut dire aussi chaleur. Ça veut dire quoi? Chaleur aussi. Chaleur. Non. Ah, au niveau de la racine du mot, tu as raison, c'est dans la chaleur. Il ne faut pas que, pour qu'il y ait la Shrina, il ne faut pas être Jam Israël, être en Eretz Israël et étudier la Torah, c'est le même triangle. Très bonne question. En fait, je vais un petit peu aiguiser ta question. Comment se fait-il qu'il y a de la Shrina si on n'est pas encore en Israël? On est dans le désert. Réponse, la Shrina ne vient pas en bloc. Ce sont des mesures de Shrina, donc une circulation qui commence, mais qui n'est pas encore aboutie. Donc il y a un début de mouvement qui doit se compléter, devenir de plus en plus réel, et donc même si ça commence dans le désert, ce n'est pas encore définitif, mais le mouvement commence. Donc que représente le Mishkan du désert? Mais c'est comme un mini-État d'Israël qui se met en route, et qui est encore petit, mais qui va devenir en réalité un grand. Et donc on commence à lui faire une injection de Shrina pour le faire grandir et pour qu'il devienne Mishkan, devient Mikdash. C'est-à-dire que le Mishkan qui est temporaire va devenir Mikdash qui est définitif. Et même dans le Mishkan définitif, vous avez vu en Eretz Israël qu'il y a eu un premier temple, il a été détruit. Alors si c'est l'idéal, pourquoi ça a été détruit? Parce qu'encore une fois, c'est un mouvement qui continue à se développer jusqu'au troisième temple. Et même dans le troisième temple, il n'y aura plus de destruction, mais il y aura une évolution permanente à l'intérieur de ce Mishkan. Et donc c'est comme si, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la circulation du sang devient de plus en plus quoi? Fluide, et elle réchauffe. Quand vous avez froid aux mains, c'est que le sang n'arrive pas, d'accord? Comme il faut. Donc en réalité, ça doit réchauffer toutes les parties de ce monde. Sous-entendu, toutes les parties de ce monde vont vivre selon les critères divins. Et tant que ça ne se passe pas, eh bien c'est comme si, chas v'shalom, une partie de ce corps mondial n'a pas reçu le sang, c'est-à-dire l'énergie n'est pas arrivée, l'oxygène n'est pas arrivé avec ce mouvement sanguin qui circule tout le long. Qui donne le sang au corps? Le cœur. Le cœur des nations, c'est Israël. Donc Israël est le porteur, c'est la machine qui va permettre au sang divin, aux valeurs divines, de circuler dans tous les coins
de l'homme cosmique. Okay. Vous avez dit que même par rapport au Mishkan, il y a une évolution dans le temps. Mais on a vu que entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, le deuxième il était beaucoup moins apparent, si je pourrais dire comme ça. Dans le sens qu'il y avait moins, il était moins beau et il était aussi moins de miracles. D'accord. Ça veut dire que si tu regardes en fait dans l'évolution, il y a dans l'évolution des moments où tu as l'impression que tu es tombé. Mais en réalité, quand tu regardes la courbe dans son entité, c'est une courbe qui est ascendante. Donc, même si à un moment donné tu tombes en réalité en pleine croissance. C'est pas une chute normale. C'est-à-dire que, je vais te donner l'exemple, est-ce que Motsei Shabbat, tu es plus élevé que Shabbat? Non. Si. C'est une petite descente. Il y a fait. Ça veut dire, dans le petit détail, tu as l'impression que tu es tombé. Mais dans la structure totale de la courbe, tu es toujours dans une montée, puisque tu es déjà en train de monter vers le Shabbat suivant. D'accord ? Donc tu vas vers le Shabbat suivant, alors que si je te pose la question maintenant, Motsei Shabbat, tu te dis, je sens une certaine chute. Donc cette chute s'inscrit dans un mouvement général de croissance. Vous comprenez ? Donc ne faites pas l'erreur de tomber dans le petit passage où tu as l'impression de tomber. Fais attention à ça. Et c'est ça toutes nos erreurs dans notre vie. C'est qu'on prend ce petit sentiment de Motsei Shabbat, on le gonfle, et on se dit, je suis dans une détresse, dans une angoisse, je suis opprimé. C'est bizarre, on est rempli de Shabbat. Shabbat, c'est mes corps. Il a fait. On est au top du... Donc normalement, tu devrais sentir... Même s'il n'y avait pas Shabbat Abba. Non, parce que s'il n'y a pas de Shabbat Abba, c'est comme si tu es arrivé au sommet. Or, tu ne peux pas arriver au sommet. Le sommet, c'est Akadosh Baruch Hu, on n'arrive jamais. Donc on est en éternelle croissance. Donc même si tu sens dans ce mouvement de croissance, de petites chutes de tension, ne t'arrête pas là. Il faut toujours que tu vois la courbe dans sa globalité. Et donc le peuple d'Israël qui est en train de se construire, il ne faut pas arrêter à voir les détails qui sont des détails difficiles. Parce que dans cette structure générale de croissance, quand il se passe des attentats, quand il y a des degrés qui te font peur, tu as l'impression que tout est en train de se casser la figure. Mais c'est faux. Dans le schéma général, c'est toujours une croissance. Vous comprenez ? Donc, la mitzvah de l'homme, c'est de voir toujours l'image globale de la croissance. Et les fautes de l'homme n'arrivent que lorsqu'il tombe dans l'erreur que représentent ces petits moments où il a l'impression que tout est en train de se casser la figure. Je répète avec des mots plus simples. La faute, le chet, est toujours par une vision d'un détail. Alors que l'homme, quand il est dans sa pleine évolution normale, c'est celui qui est capable de voir l'entier. Moralité, à chaque fois que tu fautes, sache-le, c'est une règle générale qui est absolue, c'est parce que tu es tombé dans un détail. Et ce détail-là, il t'a sorti du contexte général, il t'a fait montrer le détail comme si c'était la réalité tout entière. Comme le détail généralement fait peur, qu'il est angoissant, mais tu tombes dans une dépression, dans une déprime. Parce que tu as grossi le détail de telle manière que tu n'arrives plus à voir la croissance générale. Donc, le Rav Kook nous dit Kol chet, chaque erreur, hu me'alma de pirouda. C'est parce que l'homme est tombé dans un monde où il a séparé, où il a pris un détail et il a enlevé en réalité de la courbe. C'est comme si je filmais, ou je prenais en photo Motsei Shabbat. C'est-à-dire les 5 minutes, les 5 secondes d'angoisse. Et qu'est-ce que je fais avec cette photo ? Je la mets dans le journal et je dis voilà ce qui se passe quand un homme a fait Shabbat. Regardez ce qui se passe après. C'est exactement ça. Alors que si tu prends un film et non pas une photo de son évolution toute sa vie, d'une manière accélérée, tu vas voir comment il grandit, comment il s'améliore, comment il devient de plus en plus dans le système normal de la vie. Et même si au milieu, il y a eu beaucoup de petits détails comme ça, qui ont pu, chas v'shalom,
pour ceux qui sont tombés dedans, les faire fauter. Quand vous parlez de l'événement de Motzei Shabbat, c'est-à-dire donc c'est quelque chose d'extérieur qui, dans notre cours de progression, on a l'impression sur le moment qu'on chute. Nahon, c'est pas extérieur, ça peut être même quelque chose que tu ressens. Mais en réalité, ça ne vient pas de la réalité vraie qui, elle, est toujours en pleine croissance. D'accord, donc on ne parle pas ici forcément de, par exemple, imaginons on est en Teshuvah, je suis en Teshuvah, et je fais une faute. Ça aussi, c'est le même. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui fait tchouva, il est dans un processus général d'avancée, et il se casse la figure dans plein de petits coins, pendant qu'il est en train d'avancer. D'accord, donc c'est-à-dire que s'il se focalise sur cette faute-là, il va... Exactement, il retombe dans la faute. Donc, se focaliser sur la faute pendant ton cheminement de tchouva, ça c'est la faute. Rester coincé sur la faute. Exactement. C'est pire que la faute en elle-même. C'est-à-dire, t'as fauté. Au lieu d'avancer, tu restes coincé dans ta faute. Et tu te dis, ouais, je vais fauter, je suis un fauteur, j'en peux plus, je suis un fauteur. Ça, c'est pire que la faute. Parce qu'en réalité, tu restes coincé dans le détail et tu en as fait en réalité toute ta vie. Quand tu marches, c'est pareil. Quand on marche, on avance. Et pourtant, chaque pas, je tombe. Oui ou non? Je suis sur un pied. À chaque pas. Donc je suis en déséquilibre. Donc à chaque fois, je tombe. Mais je me pose sur le pied suivant. Et ça me fait avancer de 3, 4 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Donc, moralité, toute ma marche, toute ma démarche dans la vie, c'est quoi? C'est un ensemble de chutes. Et pourtant, j'avance. Mais si je filme la chute, et je me dis, regardez ce qui se passe chez un homme qui veut marcher, et je fais peur comme ça, avec une voix grave, ok? Chas v'shalom, je suis tombé dans l'erreur. C'est la même chose au niveau de faire peur aux gens avec des structures inventées de je ne sais où, d'anges et de démons, d'enfer et tout ce qui s'ensuit. Okay? Ici, c'est pas une chute. C'est un peu dansé de chute quand on marche. C'est une chute. C'est une chute. Puisque tu es sur un pied, donc tu es en déséquilibre. C'est une véritable chute. Tu le pousses. S'il est sur un pied, il est en train de tomber. Il s'est juste posé sur un autre pied pour trouver un certain équilibre. Mais ça aussi, c'est juste provisoire. Il va encore lever l'autre pied. Mais il chute pas réellement. C'est ça la chute. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne chutes pas réellement. Ouais, la chute, c'est le fait d'être... Tu comprends? Mais si je te filmais comme si tu étais en train de chuter, c'est la même chose. Je vais filmer un basketteur juste avant qu'il saute pour mettre le panier, le ballon dans le panier. Qu'est-ce que je vais filmer au départ? Il est en train de se courber. Donc il se plie, et toi aussi, il y a la même chose avec une voix très grave. Voici ce qui arrive à ceux qui veulent monter très haut. Ils descendent très bas. Mais en réalité, attends 5 minutes. 5 minutes plus tard, tu vois que parce qu'il s'est contracté, hop, il va monter. En réalité, même ce petit mouvement de apparemment descente était faisant partie d'un processus de montée. Toute notre vie, c'est comme ça. Conclusion, faites très attention chaque fois que vous avez 1 seconde, 1 minute, 1 heure d'angoisse. Ne faites pas de ça votre vie. Et ne restez pas là-bas. Avancez. C'est-à-dire, c'est une clé pour la vie. Ken? Par rapport justement à cette erreur, cette faute qu'on fait qui est grossie de cette manière-là, est-ce que c'est pas un petit peu aussi le principe de l'idolâtrie? Mais voilà. Par rapport à des petites choses qu'on... Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est prendre un détail du tout. Donc tu prends le dieu du thé. Tu prends le dieu du papier. Tu prends le dieu de la mer. Tu prends le dieu du soleil. Tu prends le dieu... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de l'existence? Des parcelles, et tu n'arrives plus à avoir l'entier. Quand tu n'arrives plus à avoir l'entier, ça s'appelle la avoda zara. Zara, la racine du mot zara, c'est quoi? C'est pas étranger. C'est une des melachot qui sont interdites Shabbat. Lizrot, zoré. Qu'est-ce que c'est zoré? Éparpillé. Donc avoda zara égale éparpillement de l'être. C'est-à-dire tu mets en relief un détail et tu te dis voilà, ça c'est le Dieu. Tu as fait d'un détail un Dieu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le tout. Et beaucoup plus. Parce que même quand je dis le tout, moi je le limite avec ce que je comprends du tout. En tout cas, ça ne laisse rien en dehors. Comprenez la différence?
Zara, lizrot en hébreu, à l'infinitif, lizrot. Donc zoré, ani zoré, j'éparpille. Je sème. Okay. Il y a aussi des dangers par rapport à. C'est-à-dire, dans le judaïsme, pas en tant que religion, mais par exemple dans la partie halakha, si je mets tout dans l'halakha, c'est la même chose dans l'étude de la Torah. Je vous ai dit, c'est une règle absolue tout à l'heure. Vous pouvez l'appliquer dans tous les degrés de votre vie. Si vous mettez une seule force dans votre étude, vous avez perdu les 3 autres degrés. Si vous mettez seulement dans l'autre, vous avez perdu celui-là. Donc il faut voir toujours une entité globale de toute chose. Et arrêter de mettre en relief des détails parce que c'est ça qui vous bouffe la vie. Ken? Mais Rav, si quelqu'un, par exemple, Shalom, tue une personne, c'est une faute, mais il peut pas, c'est-à-dire qu'il va... Alors, un détail dans sa vie, il a enlevé la vie à quelqu'un, mais c'est... On est d'accord. Mais en réalité, dans le mouvement global de l'être et de la vie, ça reste, encore une fois, un détail. Même si, au niveau de ce détail-là, c'est son monde qui vient d'être détruit, mais en tout cas, le monde de maintenant. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans d'autres considérations, mais il faudrait voir que celui qui est meurtrier va devoir revenir dans ce monde, dans un autre corps, dans une autre histoire, et va compléter en réalité même le meurtre qu'il a commis dans la réincarnation d'avant. Tu comprends? Donc en réalité, encore une fois, si tu vois le film en entier, qu'est-ce que tu verras? Tu verras un mouvement complet. Parce que vous jugez l'âme. Et pas la personne. Mais bien sûr, parce que la personne en réalité c'est un détail. C'est-à-dire mon corps d'aujourd'hui, est-ce qu'il change? Oui. Bien sûr qu'il change. Même au niveau physique, il change tous les jours. Ma neshama, elle est stable. Ça veut dire que tous les 6 ans, ce n'est même plus le même. Toutes mes cellules se régénèrent, deviennent quelqu'un d'autre. Alors quoi? Tous les 6 ans, je suis quelqu'un d'autre? Non. Je suis le même dans un nouveau vêtement. Quand tu as changé ta chemise hier soir, tu as changé? Non. C'est ton vêtement extérieur, c'est-à-dire ta manière d'apparaître ou de paraître qui a changé. Mais ton être est le même. Je vais vous donner une autre histoire. Regardez une phrase. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est une phrase. Si vous prenez cette phrase et vous ne savez pas encore lire, vous avez déjà vu quelqu'un qui ne sait pas lire en hébreu, comment est-ce qu'il va lire ça? Je vous fais l'exemple. B, R, Sh, I, T. Je voulais dire Bereshit. B, R, E, bara. E, L, E. Tu peux lire comme ça? Non. Ça veut dire, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prouver que je ne comprends rien à la phrase. Pourquoi? Parce que j'ai mis en relief que les détails, que des lettres. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, faites attention, voyez dans votre vie des phrases. Comment est-ce qu'il le dit? Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les phrases que tu mettras devant eux. Mishpatim, ce n'est pas des jugements, c'est des phrases en hébreu, mishpat. Comprenez comment la traduction nous a déjà fait tomber dans une erreur. Tu as l'impression que tout ce monde, c'est des jugements et des machins. Oh là là. Ve'ele hamishpatim. Hébreu normal, correct, normal, de base. Voici les phrases. Est-ce que tu vois ta vie comme une phrase? Est-ce que tu vois ta vie comme un ensemble de lettres dont tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire? Parce que celui qui a fait misken, toute cette phrase, comme je viens de le faire, B, E, G, B, D, D, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu viens de lire? Misken, il ne sait pas. Il n'a rien compris à la phrase. On est d'accord? Mais c'est la même chose dans notre vie. Les jours passent, un jour c'est B, l'autre jour c'est G, encore un troisième jour c'est D, et tu ne sais même pas que tu es en train de dire Beged. Tu n'as rien compris à l'histoire de ta vie. Donc tu peux passer à côté de ta vie parce que tu as mis en relief des détails et tu as oublié de voir la phrase entière que ces détails forment. C'est clair? C'est très simple ce que je suis en train de vous dire. Mais ça peut vous pourrir la vie si vous ne faites pas attention à ça. Quel? Ouais. Tu me dis que tomber dans une faute, c'est tomber dans les détails. En fait,
ce qui est vraiment une faute, c'est de déconnecter ces détails du tout, en fait. Tout à fait. Quand je dis tomber dans un détail, je ne dis pas que le détail n'est pas important. D'accord. Je dis que quand le détail est déconnecté, décollé de son tout, il a un problème. Par exemple, est-ce qu'un rayon de soleil existe de lui-même? Non. C'est le soleil qui rayonne. La preuve, c'est que si je ferme le rayon, le soleil s'est éteint? Non. Mais si j'éteins le soleil, il n'y a plus de rayon. Donc le rayon n'existe que parce qu'il y a soleil. Donc tu es obligé de dire le rayon du soleil. Parce que si je dis le rayon tout seul, de quoi j'ai envie de parler maintenant? Non? Le rayon d'un vélo, par exemple. D'une roue. Donc tu ne sais même pas de quoi je veux parler. C'est-à-dire que tu as pris un détail, tu l'as déconnecté d'un tout, donc on va te dire un rayon de quoi? Ah, de quoi? C'est-à-dire qu'il y a un sujet de fond avant que tu n'arrives à ce détail. Comprenez ce secret? Mais c'est comme ça dans notre vie. Si tu ne comprends pas que le doigt fait partie de la main, et que la main fait partie du bras, et que le bras fait partie d'un corps, eh bien le petit doigt, il se dit, moi j'ai plus envie de jouer le rôle, laissez-moi tranquille. Et quand tu te lèves le matin, tu as ton oreille qui reste dans le coussin, tu as ton œil qui reste sur le traversin, et ta bouche qui te dit, moi aujourd'hui je suis fatigué, j'ai envie de faire ta Hanit Dibour. Et donc qui se lève de toi, juste un tronc, et tu vas à la synagogue comme ça. Et quand tu reviens, tu dis, bon, vous êtes prêts les mecs? Et la bouche elle dit, non, moi il me faut encore 2 heures, l'œil te dit, je peux revenir. C'est pas comme ça, Annette, ça vous fait rire. Mais c'est exactement ce qui se passe chez le fauteur. Le fauteur se disloque, s'explose en 1000 morceaux, donc tu n'arrives plus à voir une entité, tu ne vois que des détails dans ta vie. Ça, c'est la plus grande des fautes. Voir l'histoire d'Israël de cette manière-là, c'est tomber. Et que font les journalistes aujourd'hui? C'est leur grand métier. Mettre que des détails en relief. Donc la maladie la plus grande qui puisse exister. Au lieu de mettre ce détail dans un contexte, ils te prennent le détail et ils en font un tout. Donc tu prends une peur énorme, parce que quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, mais c'est grave, j'ai vu les infos, tu n'as rien vu, tu as vu des détails qu'on a voulu te montrer, on te les a gonflés. Et généralement, pour que ça vende bien, ce sont de mauvais détails. Parce que les bons détails, ça ne marche pas. Jamais on viendra nous filmer ici pour nous dire, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu un cours au Makon Meir. Il y a un type qui a laissé quelqu'un passer sans l'écraser. Waouh! Non. Il a écrasé. Ça, c'est un bon journaliste. Vous comprenez? Tout est à l'envers dans ce monde. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là. On va toujours vous mettre en relief le vilain. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté des autres. Tu ne le vois pas dans l'ensemble. Ça donne naissance au racisme, parce qu'il ne te ressemble pas. Ça donne naissance à la haine, parce qu'il n'est pas comme toi, il ne pense pas comme toi. Et à toutes les petitesses d'esprit de ce monde, parce qu'il n'a pas la même vision de toi, de la vie. Il n'y a pas pire que ce degré-là. Okay? Donc en réalité, la bracha, le tikkun à tout cela, c'est quoi? La vue de l'ensemble. Revenir à l'ensemble. À savoir ce que je suis venu faire, ne pas oublier ce que je suis venu faire dans cette histoire humaine, et comment moi, le petit détail dans ce cosmos, je peux me faire peur tout seul. Hein. Vous pouvez tout seul vous faire peur. Hein. Juste tu te mets à réfléchir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans cet univers? Mais c'est immense, c'est immense. Je ne parle pas de la Terre, je parle de toutes les étoiles, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Et dès que tu commences à sortir comme ça ton détail, tu prends peur tout seul. Tu commences à t'angoisser, tu vas dormir là toute l'après-midi. Et demain matin, tu vas commencer à décacher. Pour l'angoisse et pour la dépression. Vous comprenez? Alors que tu te dis non, je suis dans un ensemble. C'est une vision globale. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde et il m'a passé parmi les acteurs de ce monde. Je dois faire mon travail. Quel est mon travail? Eh bien, il faut que je sache d'abord à qui j'appartiens. Parce que je suis un détail. Donc je suis un détail de qui?
Donc moi je suis un détail du peuple d'Israël, donc je fais partie de cet ensemble. Le peuple d'Israël fait partie d'un ensemble cosmique qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour révéler le nom d'Hachem. Donc je trouve ma place dans ce grand. Sinon je me perds, chas v'shalom. Et le suicide, c'est se perdre, les hit abed, tout simplement. Très attention à cela. Et quand tu connais ta place, Ezeu Chacham, Hamakir et Mekomo, Hayodea et Mekomo, quelqu'un qui connaît sa place dans cet ensemble, eh bien ça devient un Chacham. Pourquoi? Parce qu'il sait se placer dans cet ensemble et il voit le tout comme un tout, et non plus comme un ensemble de détails qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? C'est très simple. C'est là? Quel? Mais en fait, quand une personne faute, il y a des gens qui insistent. La plupart des personnes dans un système de fonctionnement, ils essaient de se blâmer et de se concentrer sur cette faute, justement, dans la perspective. Alors je viens de dire exactement l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fautes, ne reste pas coincé dans ta faute. Mais il faut quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec cette faute? Eh bien, cette faute-là, juste, elle te donne une information, pourquoi je suis tombé, et maintenant j'avance. Mais si je reste dans cette faute, et toute la journée, je me fais dans la tête, ouais, je suis un fauteur, j'ai fauté, hier j'ai fauté, avant-hier j'ai fauté, ça fait un mois déjà, tu dis, il y a un mois j'ai fauté, ça fait un an, tu dis, ça fait un an que j'ai fauté. Moralité, toute la vie, tu vis selon une seule vision, la faute, donc tu ne peux pas avancer. Mais comment est-ce qu'on la replace dans la Alors, tu dois la replacer dans son contexte. D'où vient cette faute? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné dans ma vie, je suis sorti du tout et je n'ai plus vu l'ensemble, donc c'est de là qu'est née ma faute. Par exemple, je me suis mis en colère parce que tu m'as pris mon stylo. C'est quoi? Ben, j'ai pris un détail, tu m'as pris mon stylo, c'est sorti du contexte, alors que le contexte était que tu étais en train d'écrire un chiour, que tu avais envie de ce stylo, tu me l'as demandé, j'ai même pas entendu. Il y a un grand contexte que tu n'as pas vu, toi. Toi, tu as pris un détail, et ce détail t'a fait sortir du tout. Donc, tu t'es mis en colère. Voilà une faute. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ramènes ce degré au contexte, et tu calmes ton degré de colère, et tu redeviens quelqu'un de stable, de posé, et tu revois les choses. Donc même cette chute, maintenant, qu'est-ce qu'elle devient? Une partie de ton évolution, parce que tu as appris de cette faute-là comment demain ne plus fauter. Mais si tu restes coincé dans la faute, dans ton traumatisme, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des gens qui ont 60 ans et qui prennent encore des médicaments pour des traumatismes qu'ils ont eu il y a 20 ans. Quel? Est-ce que justement, dans le cadre de la faute, l'angoisse ne naît pas de la peur qu'on a des conséquences? Tout à fait, ça peut venir aussi de là. C'est-à-dire chacun, de là où va naître sa faute. Chez certains, c'est comme tu es en train de le dire, très précisément, c'est une peur. Alors dans la peur, je peux t'ouvrir maintenant une panoplie de 10 milliards de peurs. Chacun a peur d'autre chose. Chacun croit qu'il connaît certaines choses, ou qu'on lui a dit certaines choses, ou qu'il a étudié certaines choses, il a pu comprendre que c'est comme ça, et en réalité, il a une peur, 1, 2, 3, 4, 5, je peux te sortir des peurs, en veux-tu, en voilà. Toute la journée, des peurs. D'ailleurs, tout le monde, vous avez tous des petites peurs, des angoisses. Et quand ces angoisses reviennent, parce que c'est toujours dans certains moments, imaginez-vous l'ensemble de votre vie comme cette feuille-là, et d'un coup, il y a une lettre, celle qui représente ta peur, qui fait comme ça. Voilà. Comme le cœur que vous envoyez sur le WhatsApp, qui fait boum, 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 boum. Okay? Eh bien, voilà. Tu as ta peur qui est en train de se mettre en relief. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds les pédales. Tu n'arrives plus à voir le texte. Tu ne vois que cette peur-là. Okay? J'ai fait un exercice avec des jeunes. J'ai mis une classe comme ça. J'ai mis mon ami ici qui est en train de te parler à haute voix pendant que lui veut te faire passer quelque chose, un message. Et lui, il est là juste pour t'embêter. Et il te raconte n'importe quoi. Tu as vu l'ours, et l'autre, il veut te dire quelque chose de vrai. Est-ce que tu es capable d'écouter ou tu es tombé dans le piège de toutes ces embrouilles? Piège. C'est ça le problème. Donc on a tous en réalité un problème de keshev et de rikouz, c'est-à-dire de concentration aujourd'hui.
Donc on est tous dispersés. Tu peux rien faire. Il y a un bruit qui se passe, tu es sorti complètement de ta concentration. Regardez dans les shiurim, c'est incroyable. Okay? Tu donnes un shiur, il y a un bébé qui rentre pendant le shiur. Okay? Tout le monde est comme ça. C'est-à-dire, le Rav Misken, il est en train de parler, il y a au moins 30, 40, 50 mots qu'il a dit que l'autre, il n'est même pas dedans, il ne sait même pas ce qu'il a raconté. Après, soi-disant, il fait comme ça. Pendant que l'autre, il est en train de parler. Hein. Et après, Zarma, il revient au shiur. Où tu reviens? C'est fini, t'es mort. Il n'y a plus rien. C'est exactement pareil. Il y a un truc qui s'allume maintenant, le Mazgal, il se met en marche, vous avez raté au moins 10 mots. Tout de suite, vous êtes en train de regarder le Mazgal. Moi, je suis en train de parler. On n'arrive pas à se concentrer. Quand vous allez dans une yeshiva de gens sérieux, tous les élèves sont comme ça pendant que le Rav y parle. Il n'y a rien qui les sort. Ils sont complètement concentrés dans les paroles, ils ne perdent pas un mot. Ça, c'est de l'étude, Rabotai. Parce que dans le Rav enseigne, l'enseignement passe par les détails, par la vérité du détail qui fait partie du tout. C'est-à-dire le Rav est précis dans ses mots. Mais si tu perds à droite, à gauche, tu es complètement dispersé, c'est de la Avodah Zara. Alors c'est vrai, tu as été au cours. Mais alors qu'est-ce que... Tu racontes le cours, imagine-toi, c'est comme si tu racontais le cours, un petit bébé. Tu es obligé de dire ça aussi. Ça fait partie de ton cours maintenant. Ben, c'est ce qui s'est passé, je raconte le film. J'ai dit 3 mots, après il y a eu le bébé, donc je suis obligé de faire la scène. Après, tu as sauté 40 mots. Ken. Imze anashim, mais où tu es? Où tu étais avant? Où tu es maintenant? Tu sais même plus où tu étais, où tu es revenu. C'est ça, c'est notre vie, chas v'shalom, quand on ne sait pas être dans la concentration des choses. Ken. Maintenant, comment faire pour ne pas que l'ensemble écrase ma personnalité? C'est-à-dire... Magnifique, magnifique. Ta question est magnifique. Comment est-ce que ce grand tout ne peut pas tuer ma personnalité? Parce que moi, je suis un détail malgré tout dans ce tout. Donc ce tout risque de me tuer. Mais tout simplement, c'est ça la force. C'est ça le communisme, c'est ça le socialisme, c'est ça tous les ismes. Oui. Quand on ne comprend pas, ça peut aussi être là-dedans. Oui. Même le sionisme, même le messianisme. Si tu ne comprends pas les choses, tu peux tomber dans cette embrouille. C'est-à-dire le tout va tuer le détail. Donc comment est-ce que je fais pour sauvegarder mon détail? Mais tout simplement, tout le temps, je dois revenir, savoir que je suis un détail de ce tout, mais que je suis un ouvrier de ce tout. Donc le tout ne m'écrase pas, mais il me permet aussi de véhiculer le grand à ma manière. C'est-à-dire que le tout ne marche pas sans mon détail. Exactement. Le tout attend patiemment que le détail le révèle. C'est tout. Parashat Yitro, c'est le tout. Parashat Mishpatim, c'est les détails. Est-ce que Parashat Mishpatim a tué Parashat Yitro? Non. La preuve, c'est qu'il y a un Vav qui commence, c'est-à-dire Ve'ele. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ele? C'est tout simplement la suite de ce qu'il y avait avant, maintenant une mise en détail. C'est là? Tout à fait. Tout à fait. Tu dois surfer sur les deux constamment, c'est-à-dire être dans le tout, rentrer dans le détail et revenir au tout. Comment ça s'appelle ce que je viens de dire? Klal ou prat ou klal. Donc tu commences par le klal, tu redescends au prat et tu remontes au klal. C'est comme ça que tu finis un shiur. C'est-à-dire tu commences par une notion globale, tu rentres dans le détail de cette notion et tu retermines ton cours par un retour à la notion globale. Klal ou prat ou klal. Vekol prat shiatsa mina klal, et chaque détail qui est sorti de ce tout, lo alatzmo levado balelamed. Il ne vient pas enseigner quelque chose pour son propre détail. Et là, à la klal kulo, il vient enseigner quelque chose qui concerne le klal tout entier. Donc, vous savez comment il faut comprendre les choses? Et on le dit tous les matins, c'est une Mishnah.
quand par exemple on rejoint l'armée et qu'on est en Madin, et qu'on a tous les mêmes Madin, qu'on est tous, on apparaît sous la même forme, c'est un effacement. Non, pas du tout. Parce que chaque soldat a sa manière de vivre, et a sa manière de véhiculer les choses, a sa manière de réfléchir. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est un. Il y a fait. Mais c'est exactement comme la Torah. La Torah, elle est une dans son ensemble, et pourtant, toi, quand tu mets les tefilines, personne au monde les met comme toi. Et pourtant, si je te filme avec tous les autres, tu te dis, regarde, c'est tous les mêmes. Mais c'est pas vrai. Tu as une manière de les attacher qui est à toi, tu as une manière de réfléchir pendant que tu les attaches qui est à toi, tu as une concentration différente de tous les autres pendant que tu es en train de les mettre. Ta tefila est complètement différente alors qu'on lit tous les mêmes textes. Vous comprenez? Tu peux lire le même texte et on lit tous les mêmes textes et personne d'entre nous a fait la même tefila ce matin. Incroyable. Parce que justement le tout ne tue pas le détail. Il te laisse selon ton prisme à toi, selon ta couleur à toi, selon la note de musique que tu représentes dans la vie. Chacun de nous représente une note de musique. Moi, je suis un si. Il y a des do, il y a des ré, il y a des mi, il y a des fa, il y a des sol. D'accord? C'est-à-dire que je dois trouver ma musique. Comme dit Rabbi Nachman, chaque brin d'herbe a sa propre musique. Kol esev ve'esev yeshlo nigun meyuchad mishelo. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Une harmonie. Ou mishirat asavim. C'est-à-dire tu entends la musique de tous ces détails ensemble, ça te fait une symphonie. Exactement. Si tu mets que le détail, Ken, tu as aimé le bruit. Ken, ça te met en relief un seul de ces degrés-là. Moralité, quand tu le mets en relief tout seul, tu as l'impression qu'il est... Qu'est-ce que c'est un caricaturiste? Qu'est-ce qu'il fait? Il met en détail un élément pour se moquer de toi. C'est-à-dire, il te dessine normalement, et puis d'un coup, il te fait un truc comme ça, un nez comme ça, de 3 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un détail en relief. Ça fait quoi? Déjà, négativité. Alors que s'il le remet dans son contexte, eh bien l'ensemble paraît harmonieux. C'est exactement ça dans la vie. Et il faut faire très attention quand vous mettez un degré en relief, que ce degré ne vous étouffe pas tout le reste. En appareil photo, quelqu'un prend des photos ici? Quand tu fais un zoom sur ce stylo, qu'est-ce qui se passe avec tout le reste? Tout devient flou. Eh bien c'est la même chose. Quand tu focalises sur un problème, tu n'arrives plus à rien voir autour dans ta vie. Comprenez comment ça marche? Et au niveau de tes yeux, c'est pareil. Donc arrêtez de focaliser. Il faut savoir mettre en détail, mais toujours dans le contexte. Ok. Des fois, tellement qu'on est inspiré par ce... On a des périodes comme ça où des fois on est vraiment inspiré par cette grande globalité profonde. Du coup, quand on parle avec un copain, il parle d'une connerie, on va pas réussir à s'intéresser. Et après, on va s'éloigner aussi un peu des autres. Et quand tes parents ils vont te parler de choses que en fait, ça n'a rien à voir avec tes fautes à toi. Donc, bien fait. Alors en réalité, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas être comme ça. Je répète ta question. Parfois, tu es imprégné par le grand tout. C'est un petit peu la question qu'il a posée. Et ce grand tout, en fait, tue les détails et les gens qui sont dans les détails autour de toi. Par exemple, tes parents vont te parler d'un sujet qui ne t'intéresse pas parce que toi, tu viens de sortir d'un chiour qui t'a fait monter dans le ciel. Mais ça, c'est l'intelligence. C'est de savoir redescendre et leur parler du détail qu'ils sont en train de développer. Et être capable de blaguer et d'être dans le monde tout en restant relié à l'infini. Et même dans la blague, trouver quelque chose qui est relié à l'étude que tu viens de voir au niveau global. comment faire? Ben, tout simplement, ça dépend du sujet duquel tu parles. C'est-à-dire que si je suis à table Shabbat et que mes enfants, j'étais chez moi Shabbat, et mes enfants ils n'ont pas envie de parler maintenant de Parashat Shavua, ça les saoule, eh bien je dois être capable, dans leurs bêtises à eux, qui sont en train de raconter sur je ne sais pas quoi,
qu'ils ont vu sur Facebook, à faire entrer un message. Ah, ça me rappelle ce qu'il y a marqué dans la Gemara de Shabbat. Toujours sous la plaisanterie. C'est incroyable. Les sages ont dit la même chose dans un truc, mais d'une manière pas lourde, où ils se disent, ah, ça y est, celui-là encore, il est revenu avec sa Torah. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent, sinon la Torah devient un poison. Tu n'en peux plus, les gens, ils n'en peuvent plus. Il faut arrêter de les étouffer avec ça. Donc il faut savoir que ta Torah doit devenir intelligente. C'est-à-dire que du grand tout, elle puisse circuler aussi dans les détails de la vie, et que tu ne t'arrêtes pas d'être quelqu'un de joyeux, de rigolo, qui sait aussi kiffer la vie. Ou la life, comme tu veux. Même l'exemple que vous avez donné là, voilà, de blaguer en disant tiens, ça me rappelle dans la Gemara, quand on le fait, il détecte tout de suite qu'on veut encore placer notre. Parce que tu ne sais pas encore le fait, parce que tu es encore dans la faute, tu es encore melachouti, c'est-à-dire artificiel quand tu fais ça. On sent ton côté nerveux, religieux, obsessionnel, tu sais. Mais si tu coules, tu rentres, ça c'est juste un âge, tu comprends, c'est juste une expérience. Comment passer avec l'expérience, avec l'expérience. Avec l'expérience, tu arrives à rentrer et à jongler dans tous les milieux. Alors, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs fois ça jusqu'à ce que ça soit naturel. Tu dois apprendre, tu dois savoir, tu dois être intelligent, tu dois savoir comment faire les choses, tu dois raconter une blague, tu dois faire un truc, et toujours avec les mêmes trucs. Alors, donc, le tester ou plutôt garder ça pour soi et quand on sent que c'est naturel, le sortir. Écoute-moi, chacun raconte une blague à table, raconte-toi aussi une blague. Et après tu dis, tu sais, cette blague que je viens de raconter, elle a un sens vachement profond. Moi au départ, je pensais que c'était juste une blague, tu leur dis comme ça. Mais j'ai réfléchi après avoir raconté cette blague, mais c'est incroyable. Et tout doucement, ils rentrent dans le jeu, ils s'aperçoivent même pas. Sans réellement dire, ouais, il y a marqué dans la Torah, dans la Gemara de Shabbat, à la page 5, ah, ce matin. En utilisant simplement une façade de prophète. Exactement. Exactement. Quand je montre une toile, une œuvre d'art, okay, je peux parler de la toile et rester sur le niveau plastique de la toile, c'est-à-dire le côté esthétique, et parler, regarde le mouvement de l'ombre et de la lumière ici. Tu sais d'ailleurs, l'ombre et la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le premier, c'est bizarre, je viens d'y penser. Le premier qui était artiste s'appelle À l'ombre de la lumière, Betzel El. Oh, ah bon? Ah ben oui. Et regarde, tu es rentré déjà dans un shiur de Torah en regardant un Rembrandt. Tu comprends? Mais il faut une intelligence. C'est une gymnastique de l'esprit. Et donc tu peux amener en réalité la Torah partout, mais d'une manière allégorique, d'une manière légère, d'une manière qui est yedidutit la sviva, comme on dit en hébreu. La sviva, l'entourage. C'est-à-dire, comment on dit yedidutit la sviva en français? La sympathie. Ouais, sympathie pour l'entourage, quoi. Mais si tu es un relou, eh bien les gens ils te détectent tout de suite. Il y a tout de suite, dès qu'ils commencent à parler, tu as celui-là, il faut, je coupe. Ça y est, il va encore me saouler encore pendant un quart d'heure. Okay? Et il faut savoir, intelligemment, tu es dans une soirée, dans un mariage, ne fais pas un shiur de Torah pendant un mariage. Les gens ils sont en train de manger, tu rentres là-bas, tu leur casses tout le truc pendant une demi-heure. Ils en ont rien à faire de ton truc, tout le monde mange. Ah, il est bon ce machin, l'autre, il est en train de parler là-bas. Généralement c'est ce qu'on entend. Il n'a pas fini encore, tu la remets la musique. Oh, mais c'est exactement pareil. Sois intelligent, sache quand il faut parler, tais-toi quand il faut se taire. Ne saoule pas les gens. Et dans le Seder de Pessah, même si tu as appris des Chidushim, cool le Seder. Arrête de t'arrêter chaque seconde et de commencer à leur dire, voilà, moi j'ai appris avec la voix Zarma, tu es un grand Talmid Chacham. Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu es malade de la tête? C'est comme ça que tu parles dans la rue? Moi, on m'a dit, mais qu'est-ce que... Soyez normaux, soyez naturels, la Torah c'est une nature. Arrêtez de rentrer dans des systèmes. On nous a tous rentrés dans un système, on a l'impression que c'est ça la vie. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter. Akadosh Baruch Hu, c'est la simplicité la plus simple, l'infini béni soit-il. Et nous on est en train de jouer, c'est un grand cinéma, tous des acteurs. Et en plus tu as l'impression que tu es bon. Redescends, cool. Ken. Justement, après ça, il y a une
Nachon, de parler. Kol amar les saper, mais raconte, mais d'une manière agréable, raconte. C'est-à-dire, ne commence pas à aller jeter tes invités en Égypte. Dis-leur, mais tu te rends compte que cette Haggadah parle de moi? Moi, il y a quelques années, j'étais en Chutz Laaretz. Je suis monté en Israël, donc la Haggadah ne fait que parler que de moi. D'ailleurs, où tu étais, toi, en France? Tu poses la question à l'autre. Et l'autre, il te dit, ouais, moi j'étais là-bas et tout. Comment c'était? Bah, j'ai bien fait de venir, hein, je vais te dire, machin. Ouais, il est en train de parler, c'est ça la sortie d'Égypte. Il parle de sa propre sortie d'Égypte. C'est tout. C'est transposer l'histoire de la Exactement. Et de la Torah, Bichlal. Toute la Torah, il faut la lire comme ça. Tu deviens toi-même l'objet du texte de la Torah. C'est-à-dire, si ce Shabbat qui vient, Be'ezrat Hashem, on va lire la paracha de Trouma, c'est-à-dire de la construction du Mishkan, eh bien, fais en sorte que cette paracha devienne une partie intégrante de ton repas de Shabbat. C'est-à-dire, tu poses une question, tu jettes une question en l'air. Qu'est-ce que c'est Shachen? D'où ça vient ce mot Shachen? Tu as l'impression que tu parles Zarma à toi-même, à haute voix. Donc quelqu'un va te dire, mais Shachen, ça veut dire voisin. Tu dis, mais que voisin? Parce que c'est bizarre, dedans il y a Srina. Tu les fais rire un peu. La tafina. En arabe, ça s'appelle Srina, parce qu'elle est chaude. C'est bizarre. Alors quelqu'un qu'on garde chaud lentement, ça s'appelle du tchoulent. Oh, alors le tchoulent, c'est la tafina des Marocains. Ben oui, ça garde l'eau chaud lentement. Chaud, lent. Et Kugel, d'où ça vient? Regarde, c'est des blagues. Mais Kugel, ça vient du mot Keigoul, comme un cercle. Ça veut dire qu'on est en train de jouer avec un cercle. C'est quoi ce cercle-là? Tu sais ce que c'est? Ouh, si tu savais ce que c'était un truc incroyable. J'ai lu ça cette semaine. Le cercle, la forme circulaire dans ce monde. Et tout le monde participe, ça devient un jeu. Mais si tu commences, toi, avec ta lourdeur, là, il y a marqué dans la parachate, les gens qui veulent pas, tu peux pas les amener à toi. Sauf si tu es entre Talmidei Chachamim, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Tu es un zombie parmi des gens normaux. Parce que pour eux, c'est toi le zombie. Et d'ailleurs, c'est pas loin d'être vrai. Parce que tu as perdu ta nature. Reviens à ta nature. Et je te garantis que ta Torah, elle passera partout. Partout. Avec une intelligence de circuler, de rentrer, de pénétrer dans tous les degrés de la vie.